Bonjour à tous et à toutes. Je suis Peggy Luli Jérôme et je représente la Banque centrale. Et c'est pour moi un honneur de modérer ce deuxième panel de ce jour intitulé « Financement en temps de crise, stratégie et leçons apprises ». Mais tout d'abord, je tiens à remercier M. Mondelis pour sa brillante présentation sur les initiatives de la BRH visant à construire un cadre de développement résilient, présentation que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt. Ça nous a permis, bien sûr, de mieux comprendre les réformes mises en œuvre pour renforcer l'écosystème financier haïtien aux défis structurels et conjoncturels. Donc, j'aurais aimé aller plus loin dans les réflexions par rapport à votre présentation. Donc, pourriez-vous partager avec nous quelques données chiffrées? On n'a pas eu beaucoup de données chiffrées lors de votre exposé, donc des données illustrant l'impact concret de ces mesures, que ce soit au niveau du taux d'intermédiation, le volume des crédits octroyés ou encore les résultats des programmes incitatifs au cours des dernières années. Merci Peggy pour la question. Effectivement, pour vous donner une idée en termes de chiffres sur les résultats de ces programmes, par exemple, si on prend les programmes incitatifs, financer les entreprises à travers les institutions financières, à date, la BRH a décaissé un peu plus de 22 milliards de gouttes pour l'ensemble des institutions pour financer les différents secteurs dont je vous ai parlé. Et si l'on considère par exemple les mesures de moratoire prises depuis la COVID, la dernière circulaire en date, ça nous montre qu'il y a au cours de l'exercice passé 21 milliards de gouttes de prêts qui bénéficiaient de l'ensemble de ces mesures pour 178 entreprises environ, donc au niveau de l'économie. Et pour les mesures de restructuration aussi, 45 entreprises ou bien 45 prêts ont été restructurés. Et c'est les chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la résilience du système? Cela veut dire, particulièrement pour les mesures de moratoire, on permet à ces 178 entreprises de ne pas tomber en défaut. Quand les entreprises tombent en défaut, ils ne peuvent pas payer à temps les banques. Donc les banques doivent créer des charges de provision qui vont impacter négativement les résultats. Et aussi, sans ces interventions, ces entreprises pourraient ne pas être en fonction actuellement. Parce que pour payer régulièrement la banque, ça allait vraiment constituer une charge énorme pour ces entreprises pendant ces temps de crise. OK? Maintenant, sur le plan de, par exemple, quand on a renforcé la réglementation pour encourager la concurrence dans les secteurs des fintech, donc on peut constater aussi là, il y a beaucoup je pourrais dire, des points positifs. Quand on prend les nombres des FSP depuis lors, maintenant je pense qu'on a 5 FSP qui sont des sociétés à part entière ou bien encore des divisions des sociétés qui se consacrent au service des paiements mobiles. Donc on n'en avait que 2 dans les temps, on est à 5 et il y a d'autres dossiers qui sont à l'étude. Et en analysant aussi le nombre de clients ou encore le nombre de transactions, on était par exemple en 2022 à 2,9 millions de clients enregistrés. Mais maintenant, on est par exemple à la fin de 2004 à près de 5 millions de clients qui sont enregistrés. Et si l'on prend la valeur des transactions, ou bien encore le nombre de transactions, on est passé de 264,5 millions à plus de 360 millions de transactions. Et aussi, pour la valeur des transactions, là aussi, et on a enregistré des résultats intéressants. Quand on parle des valeurs des transactions, c'est cash in, cash out. On fait les deux combinés. On est passé de 11 milliards à plus de 500 milliards de gouttes
de transactions, en termes d'argent qui circule au niveau de ces systèmes-là. Donc voilà un peu, en quelque sorte, quelques chiffres qu'on peut considérer comme des résultats intéressants des mesures prises par la BRH. Merci beaucoup, M. Mondelis. Ce sont en effet des chiffres très parlants et qui nous donnent une idée de l'évolution vraiment des fintechs en Haïti au cours des dernières années, notamment à partir de l'entrée en vigueur en 2021 de la circulaire 21. Donc, nous pouvons clairement constater l'évolution en termes d'innovation, en termes d'inclusion financière sur certaines pratiques. Merci encore pour les précisions apportées. Donc, comme vous le voyez, nous avons sur le panel avec nous 2 intervenants, 2 panélistes parmi les 5 qui sont attendus aujourd'hui à ce panel. Nous avons ici Madame Théodate et Monsieur Andy René. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, dans un contexte national particulièrement complexe, depuis quelques années, Haïti fait face à une crise multidimensionnelle qui affecte profondément un tissu économique, social et financier. Entre l'instabilité politique, les catastrophes naturelles, la fragilité institutionnelle, les tensions socio-économiques, les entreprises, les institutions financières, les fintechs, les assureurs, les acteurs publics ont tous dû dédoubler d'efforts pour maintenir leurs activités, les faire flotter et accompagner les populations les plus vulnérables. Donc, comme preuve, il y a une étude qui a été menée en 2024 par la BRH qui montre clairement l'ampleur des impacts. Donc, plus de 40 points de services financiers ont été endommagés, ne sont plus opérants, et plus de 200 entreprises ont été contraintes de fermer ou de suspendre leur activité. Donc, c'est dans ce contexte difficile que s'inscrit aujourd'hui notre discussion qui vise à tirer les leçons sur les expériences passées et à mettre en lumière les solutions qui ont fonctionné et identifier les nouvelles pistes d'action pour l'avenir. Donc, nous allons commencer, sans plus tarder, à poser une question aux 5 panélistes. Je dois vous dire qu'il y en a 2 qui sont sur le panel avec nous et 3 autres qui nous suivent en ligne présentement. Donc, il s'agit de Mme Pascale Théodate, représentante de l'Association nationale des institutions de microfinance d'Haïti, l'INA, et qui représente aussi l'ACME aujourd'hui. Monsieur Andy René, représentant de l'AFI, Alliance haïtienne pour la finance inclusive. Concernant les panélistes en ligne, nous avons Harold Cadet, représentant de l'Association d'assureurs d'Haïti, AAH, et Guizon Célestin de l'ANACAF, l'Association nationale des caisses populaires haïtiennes, et aussi Madame Suzanne Karine Jones, conseillère à l'ambassade royale Le Norvège à La Havane, qui nous suit aussi en ligne. Donc, merci à tous pour votre présence. Nous allons lancer officiellement la discussion avec une question qui est transversale, donc qui sera adressée à chacun de vous. Nous allons commencer par Madame Théodate. Donc, dans ce contexte marqué par les défis multiples, comme on l'a dit tantôt, les mécanismes de contingence constituent un levier déterminant pour renforcer la résilience. Comment, dans votre secteur, ces mesures de contingence ont-ils contribué à améliorer votre capacité à répondre face à la crise? Pardon? OK. Donc, vous pouvez commencer par faire la présentation et ensuite on prend la question. Est-ce que nous pouvons projeter la présentation de Mme Théodate sur les écrans? Mme Théodate va nous présenter son exposé sur le financement en temps de crise, stratégie et leçons apprises. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Avant tout, je remercie la BRH de nous offrir cette opportunité de parler d'un sujet très important, financement en temps de crise. Alors, je voudrais rappeler que j'interviens au nom d'ACME et non au nom de l'ANIM.
Et malheureusement, l'ANIM fait face à des difficultés financières, ce qui explique le fait que l'association ne soit pas très active ces jours-ci. Donc, c'est donc au nom d'ACME que je vais faire cette intervention. S'il vous plaît, le slide. OK, on peut aller rapidement. Allez-y, s'il vous plaît. OK, alors pour parler d'ACME, l'Action pour la coopération avec la micro-entreprise, c'est une institution qui a beaucoup évolué et qui, il faut le préciser, est maintenant une institution de microfinance, une société de microfinance qui est régulée par la Banque centrale. Donc à ce titre, elle a la possibilité d'offrir divers services financiers, c'est-à-dire le crédit, l'épargne, dépôt à terme, à des personnes physiques et morales. On va rapidement. Donc, ACME, c'est évidemment l'une des 3 plus importantes institutions de microfinance en Haïti, que ce soit en termes de volume de portefeuille de crédit et de nombre de clients. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, quand on parle d'ACME, c'est plus de 818 000 prêts de 1997, d'actes de création de ce qui existait avant, à savoir l'association, qui a transféré ses opérations de crédit à la société anonyme en 2009. C'est près de 15 000 clients. Malheureusement, nous avons perdu pas mal de clients. Quelques années, c'était 35 000. Et il faut le souligner, ACME a un portefeuille qui est constitué en majorité de femmes. C'est-à-dire des femmes, on parle de micro, de petites, de moyennes entreprises. Il y a également des jeunes qui représentent 32% de notre clientèle. En termes de portefeuille, ACME, c'est 1,7 milliard de gold. On y va? Rapidement. ACME a une présence dans 7 départements géographiques, dans le cadre justement de cette politique d'expansion géographique qui a été menée par l'institution depuis 2008, ce qui fait que nous sommes dans 7 départements avec un réseau de 27 agences qui sont interconnectées. Continue. ACME, c'est quand même une gamme diversifiée de services financiers en tant que société de microfinance qui a la possibilité d'élargir sa gamme de services. Continue. Alors, on va parler de l'impact de cette crise et tenant compte du fait que l'économie, au fait, on constate un effondrement de l'économie nationale avec l'instabilité politique, le dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement. Donc tout ceci pèse lourd sur l'activité économique. Et on peut voir qu'à travers les différents canaux, que ce soit les canaux de la demande, de l'offre, de la finance et de l'incertitude, on voit comment cette crise a un impact sur le secteur de la microfinance. Alors ACME, en tant qu'institution de microfinance, c'est le secteur non coopératif, mais nous savons que cette crise, elle a un impact sur l'ensemble du secteur financier, des institutions financières. Continuez, s'il vous plaît. Alors, l'impact de cette crise, c'est clair, c'est d'abord les micro, petites et moyennes entreprises, celles qui constituent la clientèle des institutions de microfinance, qui sont victimes d'actes de pillage, d'intimidation, de rançonnement. Et ce à quoi on assiste maintenant, c'est quoi? C'est des déplacements de population, sans compter que le nombre d'entreprises qui ont dû fermer leurs portes ou encore qui ont dû changer de locaux a considérablement augmenté. Donc, la demande, évidemment, a baissé parce que les emprunteurs, ils observent la situation, il y a donc une forme d'attentisme pour voir si c'est possible pour eux de renouveler leurs prêts. Donc, il y a eu une baisse significative du nombre de clients. ACME, par exemple, à peine 5 ans, nous avions plus de 30 000, 35 000 clients. Maintenant, c'est moins de 15 000 clients. Mais ça ne suffit pas pour autant qu'il y a une baisse de l'encours. Il faut comprendre que la hausse de l'encours des prêts qui est observée, c'est avant tout lié à l'inflation et à la dépréciation du taux de change que nous avons connu il y a quelque temps, même s'il y a une relative stabilité de la gourde pour le moment. Mais il faut comprendre que tout ceci a eu des conséquences et ce qui fait que nous autres, en tant qu'institution, nous faisons face à des risques qui sont opérationnels, à des risques financiers également, à des risques de crédit. Suivant. Donc, par rapport à cette situation, qui a des conséquences, le climat sécuritaire, on voit qu'il y a de plus en plus d'agences au niveau et de succursales au niveau des banques à fermer leurs portes. Donc, il y a le risque qui est beaucoup plus élevé et malheureusement, il n'y a pas de couverture d'assurance pour aider les institutions.
Donc, la rentabilité, elle a baissé, ce qui fait qu'actuellement, le nombre d'institutions de microfinance a baissé et il y a 3 régulièrement qui ont dû cesser leurs activités. La gestion des ressources humaines, de plus en difficile, la fuite de cerveau, mais il y a aussi la détérioration de la qualité des actifs. C'est-à-dire qu'il y a une forte augmentation des provisions pour créances douteuses qui est notée et évidemment, on le voit à travers la dégradation de la qualité du portefeuille de crédit, ce qui entraîne des pertes pour les institutions. On continue rapidement. Donc, tout ceci, on peut le voir, ça c'est une étude qui avait été réalisée sur demande du projet Atteindre de l'USAID, ce qui montre comment il y a eu une croissance du portefeuille, mais parallèlement, il y a eu une augmentation très inquiétante des provisions pour créances douteuses, ce qui indique une détérioration de la qualité des actifs. On continue. Et toujours à travers cette étude, continuez s'il vous plaît, prochain slide, on voit que il y a la santé financière des institutions, elle est préoccupante, mais le secteur, malgré tout, a pu s'adapter à des conjonctures difficiles. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour maintenir un certain niveau de viabilité financière. Donc, c'est quand même une note positive. On continue. Là, ce sont quelques données qui ont été compilées sur des institutions de microfinance, des institutions non coopératives. On voit comment il y a eu, au fil des années, entre 2019 et 2024, il y a eu une baisse des décaissements au niveau de ces institutions de microfinance. Baisse des décaissements, mais parallèlement, à quoi nous assistons? À une augmentation considérable des radiations. Là, vous voyez qu'en 2019, les données, 681 millions, et maintenant on est à 2,3 milliards de gouttes. Donc vous comprenez tout de suite les difficultés auxquelles les institutions font face, les institutions de microfinance. On continue. Quelques données par rapport au portefeuille Harris, un indicateur très intéressant en tant qu'institution de microfinance, en regardant l'écart entre 2020 et 2004, mais il faut également tenir compte du fait qu'il y a des institutions qui font le rééchelonnement ou qui font des radiations sur une base mensuelle. Sinon, la situation serait pire. Et pour ACME, on voit comment de 2017 à 2024, le portefeuille Harris a augmenté. Mais là, lorsque vous observez les données à travers les divers départements, vous voyez que dans les départements où le risque est plus élevé, où la situation sécuritaire s'est détériorée, comment le portefeuille Harris a augmenté. Suivant, s'il vous plaît. Et là, nous passons aux stratégies et leçons apprises, tenant compte du fait que le financement du crédit, il suppose une prise de risque très élevée. Donc, cette gestion des risques, elle est cruciale parce que c'est elle qui va avoir un impact sur l'accès au financement. Et les institutions de microfinance, leur clientèle, c'est qui? C'est avant tout les micros, les petites et les moyennes entreprises. Donc, ces entreprises qui ont un rôle primordial à jouer dans l'économie. Donc, comment les accompagner? Comment les soutenir pour qu'elles puissent survivre et continuer à jouer leur rôle moteur dans l'économie pour permettre à l'économie, justement, de reprendre le chemin de la croissance. Et ça, c'est un défi qu'il faut adresser à travers les risques qui sont minimisés. Et les besoins, on peut le comprendre, des institutions, des MPME, ils sont nombreux dans le cadre d'une crise multidimensionnelle. On y va? Alors, quelles sont les mesures? Et là, je vais parler spécifiquement d'ACME, les leçons que nous avons tirées de cette crise et quelles sont les mesures que nous avons dû prendre, quelles sont les stratégies qu'il a fallu concevoir et mettre en œuvre dans un environnement aussi difficile. C'est d'abord une approche cohérente qu'il a fallu mettre en place pour maîtriser les risques et en créant notamment une direction de gestion des risques, ce qui n'existait pas avant. Mais en tant que société de microfinance maintenant qui offre différents types de services financiers, nous avons dû nous adapter. C'est une révision du processus d'analyse des demandes de crédit, mais c'est surtout voir comment, étant donné qu'il y a une augmentation du portefeuille à risque, donc les clients qui sont dans une situation très difficile, comment renforcer notre service de recouvrement et développer des outils qui ont facilité justement le suivi de ces clients qui sont dans une situation à risque.
C'est aussi, par exemple, pour le crédit agricole, comment il a fallu revoir notre approche, comment il a fallu revoir les exigences qui sont faites au prospect, par exemple, exiger par exemple une garantie, ce que nous ne faisions pas avant, et élargir le réseau parce qu'il y a les régions les régions qui sont difficiles d'accès. Notre portefeuille était concentré à un certain moment dans la zone métropolitaine, mais face à l'insécurité, il a fallu changer de stratégie et heureusement que déjà depuis 2008, nous avions cette politique d'expansion et qui nous a permis rapidement de nous adapter et voilà que maintenant nous sommes dans 7 départements. Tout ceci, c'est à travers un monitoring qui est très serré sur le plan sécuritaire. Nous avons dû malheureusement fermer 7 agences, mais parallèlement, nous sommes en train d'ouvrir de nouvelles agences. Les outils qui ont été conçus, c'est notamment l'empreinte digitale, parce que là, maintenant, on est dans l'épargne. Donc, ça sous-entend qu'il faut avoir de nouveaux outils. Nous avons fait une demande au BIC et nous espérons que très bientôt ça va aboutir, ça permettra d'améliorer et notamment le partenariat avec des institutions pour la création de fonds de garantie. On peut aller plus vite. Donc notre stratégie de financement, elle a été basée sur une diversification équilibrée des sources de revenus de façon à limiter le financement externe, qui est d'ailleurs difficile de nos jours, de façon à réduire nos coûts financiers. Et parallèlement, nous avons cherché à réduire les coûts opérationnels, notamment avec le système solaire par rapport à l'inflation. Il faut dire qu'entre-temps, c'est une institution qui a augmenté son capital, qui est ainsi passé de 325 à 700 millions de gold. On va rapidement. Même si nous avons la possibilité de la capter l'épargne, ACME a quand même maintenu les bonnes relations qu'elle a avec les institutions bancaires notamment pour maintenir des accords de facilité de crédit, ce que constitue un coussin de sécurité. Continue. Alors, les stratégies de financement, c'est évidemment une diversification par rapport à l'échéance des DAT pour réduire la volatilité. Les swaps avec la BRH, ce qui est quand même un outil très important, et évidemment les mécanismes qui sont mis en place pour le suivi des taux pratiqués sur le marché pour pouvoir adapter notre politique. S'il vous plaît, le suivant. Suivant, s'il vous plaît. OK. La politique de lutte en tant que société de microfinance, c'est la formation continue. Et par rapport à une circulaire concernant les personnes politiquement exposées, il a fallu intégrer dans le système le formulaire qui permet d'identifier les PPE et d'orienter leur approbation vers la direction générale. Suivant. Les recommandations, ce que nous partageons avec les différents acteurs et que nous avions déjà partagé, il faut le signer avec la Banque centrale, ce que nous proposons, c'est justement la mise en place de fonds de garantie, ce qui est primordial pour les institutions de microfinance. Par rapport à une situation où il y a pas mal de clients en difficulté, nous avons proposé qu'il y ait le rachat partiel des prêts en souffrance et parallèlement un fonds de recapitalisation des institutions qui ont été fortement affectées par la crise sécuritaire. On aide les institutions, mais il faudrait également aider les MPME qui sont décapitalisés pour le moment. Donc, c'est en ce sens qu'on ferait le lien entre ce rachat des prêts en souffrance, les clients qui vont en bénéficier, sur la base de critères évidemment qui seraient définis, faire le lien entre ce rachat et la recapitalisation des clients. Donc, ce seraient les mêmes clients qui pourraient en bénéficier à des taux préférentiels. Un fonds de soutien, parce qu'on sait qu'il y a des institutions qui ont subi des pertes en immobilisation très importantes. Un fonds de calamité, ça fait des années qu'on en parle. On en a parlé en 2010, mais il faudrait voir dans quelle mesure on pourrait finalement mettre en place ce fonds de calamité, parce qu'on a compris que Haïti fait face à des crises d'ordre divers. Donc, il est temps de voir comment prévenir, avant qu'il y ait ce genre de catastrophe naturelle ou humaine, comment agir pour prévenir. Donc, on suggère justement que ce fonds soit géré par la Banque centrale.
Autre recommandation, c'est d'avoir un financement qui serait adapté aux besoins d'urgence pour notamment faire face aux pertes financières. Et la dernière recommandation, ce sont les produits d'assurance qui seraient adaptés aux risques spécifiques auxquels sont confrontés, notamment les micro, petites et moyennes entreprises, car on ne soulignera jamais assez, les micro, petites, moyennes, elles jouent un rôle essentiel de l'économie, d'où la nécessité de les accompagner, de permettre qu'elles puissent survivre et continuer à jouer leur rôle de moteur. Merci. Merci, Madame Théodate, pour cette intervention très enrichissante sur l'impact de la crise sur le secteur de la microfinance. Donc, vous avez d'emblée répondu à la question. Sans plus tarder, je vais reprendre la question pour Monsieur René. Donc, dans votre secteur d'activité, le secteur des fintech, comment les mesures de contingence ont-ils pu contribuer à améliorer votre capacité de réponse face à la crise? Merci. Aujourd'hui, je suis là en tant que vice-président de l'AFI. Donc, l'AFI, c'est l'Alliance haïtienne pour la finance inclusive. Et suite à la publication en 2012 de la stratégie nationale d'inclusion financière, plusieurs acteurs du secteur financier ont décidé de se rassembler, de se réunir et justement de porter une réflexion sur cette problématique d'inclusion financière. Et donc nous avons fondé en 2019 l'AFI, qui représente un regroupement d'institutions, des associations, des institutions qui sont impliquées dans le secteur financier, tant le secteur financier formel que le secteur financier informel, puisque aujourd'hui, bon, nous sommes dans une activité de la BRH où est-ce qu'on parle du secteur financier formel, mais il existe un secteur financier informel. Et l'AFI, c'est d'abord comme membre fondateur l'APB, l'Association professionnelle des banques, donc tout le secteur bancaire qui est représenté par l'APB. Nous avons aussi le secteur coopératif, donc la Fédération Le Levier, l'ANACAF. Il y a aussi les fintech, donc ITP, dont je suis le directeur général, est aussi membre fondateur, la Digicel Moncash. Et on a aussi des acteurs impliqués dans ce qu'on appelle le financement populaire, qui est un secteur encore informel aujourd'hui, qui n'est pas sous la supervision directe de la BRH, mais qui est quand même actif. Et ce secteur-là, c'est le secteur du financement populaire, est principalement motivé par un esprit de solidarité, un esprit d'inclusion. Et ça a été très important pour nous, lorsque nous avons créé l'AFI, d'inclure ce secteur informel qui est quand même actif sur le terrain à travers des mutuelles de coopération, des mutuelles de solidarité. Et il y a aussi beaucoup d'organisations non gouvernementales qui sont très impliquées dans l'organisation de regroupements de mutuelles au niveau coopératif et qui font aussi ce qu'on appelle des donations sans contrepartie à certains groupes défavorisés. Donc l'AFI représente tout ce spectre du secteur financier. Et dans les activités de l'AFI, on a toujours, malgré les difficultés, su maintenir une certaine régularité dans nos réunions, dans nos discussions. Et nous avons eu comme principale mission de développer des coopérations entre les différents acteurs et membres de l'AFI. Il y a plusieurs avancées que nous avons pu accomplir, notamment des collaborations entre différents acteurs qui normalement ne se parlaient pas l'un entre eux. Par exemple, au niveau des fintech, avec les questions d'interopérabilité qui sont normalement des discussions qui prennent souvent le cours de dynamique de compétitivité commerciale, mais avec l'association et avec la stratégie nationale qui impose une certaine opérabilité, ça a facilité les discussions pour l'interconnexion entre des acteurs dominants et des acteurs moins dominants. À notre niveau, en tant que FinTech, ITP, qui est dans l'activité de développement d'outils technologiques, des logiciels, des programmes pour accompagner les institutions qui font la microfinance ou de la finance
traditionnelle, nous avons pu développer des collaborations, notamment avec le KNFP, pour améliorer les outils de gestion et développer des applications pour permettre les activités de financement solidaire. Donc, on a fait des applications pour permettre à des groupes de mutuelles de gérer, de mieux gérer leurs activités. Donc, ça, c'est quelques exemples d'activités qui sont en cours au niveau de l'AFI, des discussions que nous avons de manière régulière au niveau de l'AFI. Le principal, disons, le principal challenge que nous avons, c'est de voir comment on peut renforcer et formaliser toutes les activités financières qui se font dans le milieu informel. Et je crois que les crises de ces dernières années, M. Mondelis l'a dit, le principal, la matière première du secteur financier, c'est d'abord la confiance. Donc, sans la confiance, il n'y a pas de secteur financier, il n'y a pas de finance. L'argent, la définition de l'argent, c'est un titre d'échange de confiance entre deux parties. Donc déjà, même ce concept de confiance, il faudrait être capable de le quantifier, de le mesurer dans une économie. Et s'il y avait un indicateur, et dit l'indicateur de confiance nationale, on aurait très vite vu que Haïti a quand même un indicateur de confiance nationale assez élevé, comme le dit notamment notre devise, l'union fait la force. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation de crise, mais il y a quand même un élan de solidarité qui est énorme. Lorsque vous êtes un déplacé et que vous retrouvez refuge chez un ami, chez une famille, c'est de la confiance, mais c'est quand même des échanges, c'est un financement. Vous avez accès à un logement sans nécessairement débourser. Donc tout ça, c'est du financement informel, c'est de la solidarité qui est quand même mesurable, quantifiable. Dans le secteur informel, par exemple au niveau des regroupements de mutuelles de solidarité, ce sont des groupes de femmes, des groupes d'hommes qui sont dans des situations vulnérables, qui se mettent ensemble, qui se réunissent, qui s'organisent et qui s'engagent à contribuer à une caisse sociale, à une caisse de solidarité, et pour que l'un des membres de ce groupe puisse, en cas de besoin, avoir accès à un prêt ou un financement fourni par le groupe. Et ça se tient principalement dans le cadre de réunions régulières qui se font chaque semaine, 2 fois par mois. Et à ce moment-là, les gens, dans une communauté, dans un village, dans une communauté très restreinte, opèrent ce mouvement de solidarité entre eux en s'organisant à travers ces opérations mutuelles de solidarité. Donc, au niveau de ITP, on a été introduit dans ce secteur-là, qui est un secteur informel, par la KNFP, par exemple, avec qui on a travaillé pour analyser ces comportements, et on a été voir comment on peut graduellement formaliser ces groupes et voir comment on pourrait les introduire au secteur financier formel. Les principaux challenges que nous avons, d'abord, la confiance, elle est basée sur principalement la connaissance de l'autre. Donc, on a un grand problème d'identité. Donc, le KYC, la connaissance de votre client. Et au niveau des fintech, on a eu des échéances qui ont été répétées à plusieurs reprises, mais l'identification de nos clients, l'identification de tous les portefeuilles, ça a été des travaux, ce sont encore des travaux très intensifs pour pouvoir formaliser les détenteurs de portefeuilles électroniques et pour tous les portefeuilles soient identifiés. Donc le KYC est une activité pour nous en tant que FinTech qui est très, très importante et sur laquelle nous sommes concentrés dans les dernières années. Beaucoup de décaissements, je pourrais dire, de solidarité internationale. Il y a beaucoup d'ONG qui ont utilisé cette nouvelle infrastructure d'argent. Quand vous avez un modèle financier traditionnel où est-ce que les infrastructures de l'argent, c'était les banques à travers leurs succursales, maintenant, la monétique digitale, on change d'infrastructure, donc on change de canaux d'échange de valeur. Donc, le portefeuille digital devient la nouvelle infrastructure. Donc, naturellement,
les élans de solidarité ont aussi transformé de méthodes de dissémination. Avant, on faisait beaucoup de décaissement de cash en enveloppe, où est-ce que les ONG intervenaient sur le terrain dans une situation de crise. Ils amenaient le cash monnaie papier sur le terrain et ils faisaient des distributions en enveloppe impliquant des problèmes de sécurité et autres. Mais aujourd'hui, à cause de cette situation sécuritaire où est-ce qu'on n'a plus accès à certaines zones à cause des blocages, maintenant, tout cet élan de solidarité vers les populations les plus démunies s'est automatiquement transformé vers le digital. Donc vous verrez que parmi les volumes qui ont été rapportés sur les transactions qui se font en mode digital, il y a une très grande partie de ce volume de transactions qui se fait par rapport au paiement solidaire et assistance sociale à personnes vulnérables qui se fait à travers les ONG internationales qui agissent sur le terrain. Donc, ce sont quelques activités sur lesquelles je pourrais mentionner qu'au niveau de l'AFI, dans lesquelles nous sommes impliqués, et au niveau de ITP, comment on essaie en tant que FinTech de résoudre les problèmes de base pour permettre que la plus grande partie du secteur informel puisse devenir formel pour d'abord avoir accès à des services financiers de proximité comme les microfinances et éventuellement pour les services financiers bancaires qui sont les services financiers beaucoup plus commerciaux et orientés national et international. Merci beaucoup, Monsieur René, pour votre intervention très édifiante. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas de solution en cas de crise sans adaptabilité, sans solidarité et collaboration. Donc, le temps nous fait défaut. Donc, j'aimerais bien écouter les intervenants qui nous suivent en ligne, notamment Monsieur Harold Cadet, représentant de l'Association des assureurs d'Haïti. Harold Cadet est administrateur et coordonnateur du conseil d'administration de l'ALSA, avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier. Il a occupé plusieurs postes stratégiques et développe une expertise pointue du secteur des assurances en Haïti. Est-ce que M. Alsa est en ligne? Bonjour. Vous m'entendez? Monsieur Cadet? S'il n'est pas disponible, nous pouvons passer au prochain intervenant qui est Monsieur Guizot Célestin de l'ANACAF. Est-ce que Monsieur Guizot Célestin nous entend? Je n'ai pas de réaction. Donc, on va tenter notre chance avec la prochaine panéliste qui est Madame Suzanne Karine Jones. Est-ce que Madame Jones est branchée? That's fine. We've got some. Je pense que Mme Jones est branchée. Alors. Oui. Donc, après avoir entendu les points de vue enrichissants de nos panélistes qui sont en présentiel avec nous, je pense qu'il est important d'élargir un peu la réflexion en y intégrant l'aspect et la dimension de coopération internationale. Donc, je me permets de m'adresser à Mme Jones en anglais pour faciliter la communication et bien sûr, il y a des traducteurs qui vont vous faire part de sa réponse en français. Can you hear me? Mrs. Jones? Yes. Oui. Yes. Okay, perfect. So we're gonna start with you and thank you for joining us. So after hearing the insightful perspectives shared by our various panelists from various sectors, it is now time to broaden our reflection by integrating the crucial dimension of international cooperation.
In this regards, it is my pleasure to welcome you, Mrs. Suzanne Karin Jones, a Norwegian diplomat and first secretary of the Royal Norwegian Embassy in Havana. She holds a master's degree in public policies and development and has distinguished herself through her work on international financial institutions and her commitment to advancing international corporations. So, Mrs. Jones, building on this experience and your involvement in these initiatives, could you please share with us the new strategic priorities identified by the Norwegian corporation during the crisis, particularly in the area of financing women's empowerment? The floor is yours. Are you still there? On dirait que l'écran est gelé. Mrs. Jones? Donc, Are you still there? Mrs. Jones? On dirait que nous faisons face à des problèmes techniques. j'espère que je suis de Le son ne retour sort à pas, mais je sens qu'elle présent. parle. Je pense qu'elle est en train de répondre, mais le son ne sort pas. L'équipe technique, pouvez-vous m'informer, s'il vous plaît? OK. Bon. Je pense que la connexion serait bonne maintenant. Bon, ce que je peux faire, c'est leur laisser le temps de résoudre le problème et nous allons poursuivre le panel avec nos deux intervenants qui sont sur place. Donc, Madame Théodate, j'ai une question qui s'adresse directement à vous. D'accord? Après avoir exposé le rôle crucial des... attendez. Après avoir exposé le rôle crucial des caisses populaires dans le maintien de la résilience financière, nous allons nous tourner maintenant vers les institutions de microfinance, qui occupent, elles, aussi une place essentielle dans le tissu économique haïtien. Okay? Ancrées au cœur des communautés locales, elles soutiennent au quotidien les ménages, les micro-entreprises, souvent les plus vulnérables de la société. Donc, quelles stratégies spécifiques ont été adoptées par les institutions de microfinance pour continuer à servir les ménages et les micro-entreprises pendant cette période de crise? Ça va maintenant? OK, merci. Alors, il faut dire que pendant cette période, ce à quoi nous avons assisté, c'est quoi? C'est le déplacement de population. Justement, à cause de la détérioration du climat sécuritaire, il y a pas mal d'agences au niveau du secteur en général qui ont dû être fermées. Et je pense que c'est valable également pour le secteur bancaire, des succursales de banques qui ont été fermées. Donc, la stratégie a été quelque part de suivre la clientèle, de voir où elle va. Nous avons eu des cas, j'ai des cas en tête de clientes, par exemple, qui se retrouvaient au niveau du centre-ville de Port-au-Prince et qui ont dû être délocalisés, par exemple, qui se sont rendus à la Croix des Bouquets. Et par la suite, voilà que ces mêmes clients sont obligés d'aller ailleurs. Et il y en a qui, par exemple, se retrouvent dans le nord, qui se retrouvent dans le plateau central. Et notre stratégie a été de garder ce contact avec ces clients, avec ces clientes, pour les suivre, pour se rapprocher d'elles et continuer à leur offrir des services financiers. C'est en ce sens que nous avons, dans le cadre de notre stratégie, décidé, par exemple, d'ouvrir de nouvelles agences, toujours dans le souci de nous rapprocher d'elles. Nous avons compris, de notre clientèle, évidemment,
Nous avons compris aussi que les besoins de ces clients, de ces clientes, avaient évolué. Et heureusement qu'entre-temps, Acme est devenue une société de microfinance, ce qui fait que nous avons la possibilité d'offrir d'autres types de services financiers, comme par exemple l'épargne. Nous avons compris qu'en plus du crédit, il y avait des besoins pour l'épargne, par exemple, et nous offrons maintenant le DAT. Donc, la clientèle, elle s'est déplacée, ses besoins évoluent et nous autres, justement, dans le cadre de cette stratégie, c'est toujours de continuer à la desservir à travers notamment les nouveaux services financiers, mais également à travers de nouveaux outils. Parce que, comme je l'avais souligné tout à l'heure, la qualité du portefeuille s'est détériorée. Donc, par rapport à ça, il a fallu concevoir de nouveaux outils pour dire, il y a un client, une cliente, qui se retrouve dans une situation difficile, qui est obligé de bouger. Donc, par rapport à ça, c'est comment renforcer le service de recouvrement, comment développer des outils, notamment utiliser la technologie pour continuer à desservir ce client et s'assurer qu'il est en mesure de rembourser sa dette. Donc, ça a été un ensemble d'outils que nous avons conçus pour aider justement au recouvrement de ces dettes au niveau de la clientèle. Donc tout ceci a été fait, la diversification, l'ouverture de nouvelles agences, le risque étant plus élevé. Donc nous avons compris que dans certains cas, c'est la gestion de micro-entreprises qu'il faut renforcer. Et nous avons justement Acme, ASBL, qui est l'association, c'est-à-dire l'association qui avait été créée en 1997, qui continue d'exister, qui est le principal actionnaire de la société anonyme et qui a développé un programme de formation. Donc, à travers ce programme de formation, nous sommes en mesure maintenant de renforcer les capacités des micro, petites et moyennes entreprises et ça permet justement de réduire le risque. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est essayer de réduire le risque et d'offrir des services pour s'assurer que la clientèle, elle est toujours desservie, mais le risque n'est pas plus élevé. Donc là, on a cette réflexion au niveau des outils, mais on a aussi une réflexion et là, on est en train de travailler avec des partenaires, je pourrais notamment citer Desjardins, qui est en train de nous appuyer pour voir comment modifier, améliorer les procédures en tenant compte de la question genre. Parce qu'on a compris que par rapport à des spécificités genre, par rapport à des questions primordiales, il faut adapter les procédures. C'est en ce sens que nous avons engagé cette réflexion avec un partenaire pour voir comment prendre en considération cet aspect qui est primordial dans nos procédures, toujours pour nous assurer que nous sommes en train de satisfaire la demande et de répondre aux attentes de notre clientèle. Et le dernier point que je pourrais souligner, c'est justement cette réflexion qui est en cours sur la digitalisation, réflexion que nous avons commencé pour voir comment nous adapter. Nous avons compris que c'est primordial par rapport à cette réalité de pouvoir développer de nouveaux outils et en référence justement à la technologie qui est disponible et qui nous offre de nombreuses opportunités. Merci Madame Théodate pour ces précisions. Donc, il me semble que Monsieur Guizon Célestin, qui nous suit en ligne, est disponible et que le problème technique a été résolu. On va faire un test. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Il faudra augmenter le son. Et c'est bon maintenant? Oui, on vous entend bien. Okay. Donc, merci beaucoup. Bienvenue, Monsieur Célestin, au panel. Donc, Monsieur Célestin est responsable de communication et plaidoyer à l'ANACAF, où il œuvre depuis 2015. Il est titulaire d'un master en économie sociale et solidaire et il cumule plus de 10 années d'expérience dans le secteur des caisses populaires. La question qui s'adresse à vous, Monsieur Célestin, c'est qu'après avoir abordé la question de couverture par Madame Théodate, intéressons-nous maintenant au rôle des caisses populaires dans l'écosystème financier haïtien. Je sais qu'elle favorise l'inclusion financière, elle soutient aussi les petites entreprises et participe au dynamisme économique du pays. Donc, dans ce contexte d'incertitude où la mission, en fait, des caisses populaires... Attendez.
Dans ce contexte d'incertitude où leur mission devient encore plus déterminante, quelles stratégies ont adopté les caisses populaires pour qu'elles restent résilientes durant cette période de crise? Est-ce que vous avez entendu la question? Oui, très bien. Merci beaucoup. Je vous entends très bien. Est-ce que vous voyez mon écran aussi? Nous voyons votre écran. OK, très bien. Merci beaucoup. J'en profite pour saluer tous les panélistes et merci à la Banque centrale d'avoir invité l'ANACAF à participer à ces échanges. Et rapidement, on va répondre à cette question par cette présentation, mais d'abord, permettez que je vous présente succinctement l'ANACAF, qui est une association qui regroupe des caisses populaires et elle est fondée en 1998. Et présentement, on a un membership de 56 caisses populaires qui sont éparpillées dans les 10 départements du pays. Et la mission de l'ANACAF, c'est de faire la promotion pour le développement des caisses populaires. Et on a aussi comme association un rôle d'autorégulation et de coordination pour les membres. Et nous sommes dans une période assez particulière et toutes les interventions ont souligné ce temps de crise. Et rapidement, si on remonte aux 15 dernières années, on a constaté qu'Haïti connaît une exposition au choc et il y a de l'instabilité politique qui devient définitivement chronique. Il y a des catastrophes naturelles et là, on pourrait remonter à 2016 et 2021 avec Mathieu et le séisme dans le sud. Il y a aussi des crises sanitaires et une crise socio-économique et un climat d'insécurité sans précédent, ce que nous vivons présentement. Et c'est évidemment dans ce contexte que toutes les institutions fonctionnent, y compris les caisses populaires, et le réseau de l'ANACAF est sensible à cette question. Et l'insécurité est marquée par une présence active de gangs armés, un affaiblissement des forces de l'ordre, et ça affecte fortement la vie sociale, la vie économique et la vie institutionnelle du pays. Et comme éléments fondamentaux, donc si on voudrait regarder là où nous sommes, il y a une rupture dans l'approvisionnement des membres emprunteurs et dans le cadre de leurs activités débouchant sur des ruptures de stock. Et ça, c'est une constante pendant toute la période de crise. Il y a une baisse de vente, de difficulté d'écouler les produits. Et on pense par exemple à des caisses qui se trouvent dans l'Artibonite, dans une bonne partie de l'Ouest, à Port-au-Prince particulièrement, mais dans le centre, dans le plateau central pendant ces derniers mois aussi. Il y a une faible taux de remboursement de crédit et l'inaccessibilité de certaines régions, les difficultés d'analyser les dossiers puisque on manque d'informations. Donc il y a des stratégies qu'on pourrait utiliser pour collecter les informations des demandeurs de crédit donc qui sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui. Et on constate aussi une faible collecte de l'épargne et une augmentation de retrait. Et ça affecte également la liquidité de la caisse. Sur le financement, quel est donc l'impact de cette situation? Ça démontre une forte dégradation du portefeuille de crédit des caisses. Et c'est presque toutes les caisses, évidemment, par rapport à la configuration de ce climat. Toutes les caisses ne sont pas exposées aux mêmes réalités. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les caisses sont touchées d'une façon ou d'une autre par ce problème qui affecte tout le pays. Il y a les crédits de consommation, de commerce, de services et de production qui sont aussi affectés. Et directement pour répondre à votre question, c'est quelles sont les stratégies de l'ANACAF et quelles sont les stratégies des caisses pour faire face à ces difficultés. Nous connaissons déjà les différentes valeurs, les différents avantages qu'on pourrait dire qu'on a comme caisse populaire, la proximité avec nos communautés que nous desservons, la solidarité qui est développée avec les sociétaires ou toute la communauté, entre l'institution et les communautés. Donc, tout ça, effectivement, ce sont des avantages. Et ça, comme stratégie, qu'est-ce que cela a donné?
et quelles sont les dispositions que nous, au niveau de l'ANACAF, que nous prenons pour accompagner nos caisses membres sur tous les territoires nationaux et pour continuer à assurer une continuité de leurs activités malgré le contexte, parce qu'il faut dire aussi que on est les caisses populaires et c'est des coopératives d'épargne et de crédit qui vivent de crédit. Ça veut dire si la caisse n'octroie pas de crédit, c'est clair qu'elle ne pourrait pas exister. Alors que de notre côté, c'est ça le dilemme. Donc, on offre le crédit, on fait le décaissement. Quelle est donc la probabilité de remboursement? Donc, c'est ça le dilemme. Donc, au niveau de l'ANACAF, qu'est-ce que nous faisons? Particulièrement pendant cette crise, c'est à la fois de diversification de formation, mais aussi de renforcement de formations spécifiques pour toute la chaîne, que ce soit des dirigeants de caisses populaires, que ce soit les employés du service de crédit et autres services connexes qui ont une certaine interaction avec la chaîne du crédit. Donc, à la fois sur les politiques, sur les normes prudentielles édictées par la Banque centrale, les circulaires également, et particulièrement les circulaires sur les moratoires. Donc, il y a des formations systématiques et renforcées qu'au niveau de l'ANACAF, nous offrons. Il y a aussi un programme de formation en rotation sur le management de crédit, comme je viens de le dire. Donc, c'est un dilemme. Donc, il faut avancer, mais avec beaucoup plus de prudence que les 15 ou 20 dernières années, par exemple. Et on accompagne les caisses, les dirigeants, le comité de crédit, les gens affectés au service de crédit et qui pourraient mieux maîtriser toute la chaîne, toutes les étapes et minimiser les risques qu'il y a dans l'octroi et dans le remboursement des prêts. Et au niveau de l'ANACAF également, étant donné que nous jouons le rôle de plaidoyer, mais aussi de conseil, d'appui aux caisses, et il y a la mise en place de comités de crise. Donc, beaucoup de caisses ont opté pour des comités beaucoup plus dynamiques ou bien des commissions beaucoup plus dynamiques pour accompagner, que ce soit les comités de crédit, mais aussi le service de crédit de la caisse. Il y a aussi un meilleur contrôle des charges. Donc, ça, c'est pratiquement au niveau de tous les réseaux. Et puis, malheureusement, les prêts sont, pour la plupart, donnés à de courte durée. Donc, je dis malheureusement parce que là, présentement, on ne peut pas octroyer des prêts sur de longues durées pour des projets à moyen ou à long terme. Et on est dans cette situation-là. On n'a pas le choix d'opter pour ces stratégies. Et puis, diligence sur le traitement des demandes avec tout ça que ça comporte comme fragilité, mais aussi comme collecte d'informations auprès des membres, auprès de la communauté également. Et puis, il y a une diversification du portefeuille de crédit. Donc ça, on le fait dans le réseau pour permettre qu'on continue à mitiger les risques. Et puis, il y a un suivi systématique qui est fait sur les indicateurs et de questions, que ce soit les portefeuilles à risque, etc. Et puis, il y a aussi une diversification des sources de revenus. Donc, parce que là, une fois, on est dans une situation de crise, on ne sait pas encore quand on va s'en sortir. Et donc, les caisses populaires n'ont pas de choix de diversifier davantage les sources de revenus. Et voilà pourquoi, donc, au niveau de l'ANACAF, nous continuons à implémenter des programmes humanitaires et ça passe principalement par les caisses et dans tous les départements. Il y a des partenariats qu'on essaie de développer également, que ce soit avec des institutions locales. Et mon collègue de la FI, Andy Oene, vient de faire mention. Mais aussi au niveau international, on essaie de voir comment on peut renforcer et établir de nouveaux partenariats pour permettre qu'il y ait un accompagnement beaucoup plus adapté aux réalités des caisses.
Et puis, l'autre élément sur lequel je voudrais retenir votre attention, c'est la communication constante avec tout le personnel. Donc, quand je dis tout le personnel, c'est toute la chaîne, c'est à la fois les dirigeants, mais aussi les employés. Et ça, c'est à deux niveaux. Un premier niveau, c'est entre l'ANACAF et les dirigeants. Et un deuxième niveau, c'est entre les dirigeants au niveau local avec leurs équipes. Donc, que ce soit les employés, mais aussi la communauté et les sociétaires. Et de façon récurrente, on a un rendez-vous mensuel, c'est chaque troisième vendredi, donc tous les réseaux s'est réunis pour regarder qu'est-ce qu'on a fait, regarder également les perspectives, mais aussi et surtout partager les expériences, partager les informations, parce que il y a des stratégies qu'une caisse peut mettre en œuvre dans sa communauté, et puis en partageant ces stratégies avec le réseau dans ces rencontres mensuelles, une autre caisse qui peut-être est en train de vivre des situations similaires peut être amenée à regarder ce modèle et l'adapter par rapport à sa réalité. Et c'est véritablement un rendez-vous qui est très bénéfique à la fois pour nous au niveau de l'administration d'ANACAF, puisque ça donne des informations à jour, ça nous permet aussi de rester connectés sur ce qui se passe dans les différentes régions. Quelles sont les leçons apprises par rapport à cette difficulté? Étant donné que nous, au niveau de l'association, renforçons nos programmes de formation, donc il n'y a pas encore des études qui corroborent, ou du moins qui valident ce que nous observons présentement. Mais nos observations vont dans ce sens. Les dirigeants qui participent régulièrement aux séances de formation, aux sessions de formation, puisqu'il y a des sessions de formation qui durent 8 jours. Évidemment, ce n'est pas 8 jours affilés, donc on connaît très bien la situation. Donc, mais les dirigeants, du moins les caisses globalement qui participent régulièrement à ces sessions de formation démontrent une meilleure résilience. Et au niveau de la gouvernance, ça s'est amélioré aussi en cette période. Et les caisses aussi qui présentent, ou du moins qui sont présentes aux sessions de formation, elles assurent un suivi assez intéressant et elles sont aussi beaucoup plus résilientes par rapport à la crise. Elles sont aussi, du moins, elles développent aussi une adaptation, du moins une agilité par rapport à ce qu'elles vivent dans leur communauté. Et autre élément, c'est la communication directe et ciblée avec les sociétaires. Ça renforce la confiance et entre l'ANACAF et les caisses aussi, cette communication constante porte des fruits. Et par exemple, pour les caisses, la communication avec leurs sociétariats, leurs membres, sur les mouvements d'horaire, parce que ça arrive que les caisses sont obligées d'adapter leur horaire pour plusieurs raisons. La gestion de rareté de cash, et j'ai entendu le ministre des Finances tout à l'heure qui donne des chiffres sur l'utilisation du cash dans l'économie nationale, et c'est pas un secret pour personne que le cash est très présent, et ça également a des incidences sur l'utilisation, du moins sur les transactions des caisses, et la communication a permis de maîtriser tout ça jusque-là. Les caisses aussi qui participent aux activités, et particulièrement les activités du vendredi de l'ANACAF, c'est chaque troisième vendredi, et on constate la progression, et aussi, puisque c'est évidemment, donc je sais que la Banque centrale a un projet de modernisation des caisses, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas toutes les caisses qui sont informatisées, mais on remarque aussi que les caisses informatisées peuvent à même de continuer à donner à assurer les reprises, par exemple, après des vandalisations, puisque la situation, c'est qu'on a beaucoup de caisses qui sont victimes, et la dernière caisse dans cette catégorie, c'est à Bassin Bleu, c'est Coples, c'est à Bassin Bleu,
où il y a un comptoir qui a été récemment vandalisé par les gangs. C'est un petit peu ça. Et à Port-au-Prince, par exemple, il y a des caisses qui ont perdu leur siège et des comptoirs dans l'Artibonite, et n'en parlons pas. Merci, Monsieur Guizot. Monsieur Célestin, malheureusement, on va devoir mettre fin à votre présentation puisque c'est la course contre la montre et il y a d'autres intervenants qui n'ont pas eu la chance de parler. Okay. Donc, merci beaucoup. Peut-être porter quelques précisions en tant que représentant d'une institution de microfinance qui, depuis 1997, c'est-à-dire qu'a servi en public constitué à plus de 90% de micro-entreprises, fondiles, et 63% de clientèle, nous, c'est femmes. Et alors, parfois, l'entendre on série de réflexion, nous voyons que un travail qui peut faire, un travail de sensibilisation et d'éducation qui est primordial. Et je pense que dans le cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière, un travail que la Banque centrale a fait et que elle va continuer à faire parce que c'est quand même étonnant des réflexions. Ce sens que ACME, en tant qu'institution de microfinance, nous travaillons avec le secteur informel là, surtout. C'est-à-dire des gens qui paraissent en tant qu'entrepreneurs, qui n'ont pas un plan d'affaires, qui n'ont pas un état financier audité, qui n'ont pas même un état financier. Et c'est avec eux qu'on travaille. Et c'est eux qui joignent prêt. Puis petit prêt, nous, c'est combien? 15 000 goudes. Malgré ça, nous continuons à faire travail. Là, on prend une micro-entreprise, il n'y a pas un plan d'affaires. Il paraît que c'est nous-mêmes, officiers de crédit, alors qu'on peur très souvent, chaque cas monio. Dans des institutions financières, ils pensent qu'on parle paraître dans le bureau, on monde strict, cravate, qui parle poser une pile de questions. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Nous avons un officier de crédit qui parle déplacer dans l'entreprise pour aller parler avec l'entrepreneur, qui parle chita avec pour poser la question. Ou pas un plan d'affaires, ou pas un état financier, partager données. Et où on a collecté données pour dire, OK, jeudi à lundi, pour combien on vend, pour combien on rentre, mardi, pour combien on vend, pour combien on rentre, mercredi. Et c'est nous-mêmes qui quelque part établi cahier comptable ça pour client de façon à ce que les cas joignent prêt. Donc on a parlé des prêts vraiment 15 000 gouttes, 100 000 gouttes et là on a des expériences de micro-entrepreneurs qui commençaient avec des prêts de 25 000 gouttes, de 30 000 gouttes. Actuellement, et là on a des clients en tête qui ont des prêts de 1 million de gouttes. Ça veut dire c'est qui ça? C'est construit historique de crédit qui permettent qu'on et peut-être considérer comme des PME et non comme des micros. Donc je pense que le travail faut démystifier quelque part. Faut démystifier pour que moun yo pas peur, faut sensibiliser, faut éduquer pour nous faire comprendre que oui. Et femmes notamment, nous avons une possibilité. Alors, un cas, par exemple, de monde qui a besoin de prêt, c'est Marie, il voyait prendre prêt. Pour qui ça, il peur, il pensait que lui-même, en tant que femme, il n'a pas besoin de niveau et Marie, l'on investigue, nous voyons que ce n'est pas lui qui a business, c'est pas Marie qui a business, c'est madame qui a business. Donc, ouais, des mythes qui existaient dans la tête, qui fait que n'y a pas qu'à jouer un crédit, alors que en fait, opportunité existait. Donc, dans ce sens, nous avons que nous un travail qui pour faire, et dans certains cas, il y a des garanties, mais nous avons dit que parfois, nous-mêmes, nous avons des garanties. C'est qu'on nous commençons plus ou moins des garanties, mais avant ça, nous avons des garanties, nous ne pouvons pas demander. Pas à partir d'un certain montant, oui, il y a des montants où on a demandé 1 million de gouttes, nous avons déjà, bon. Là, nous commençons dans l'autre niveau. Mais ce n'est pas pour tout prêt que nous avons demandé une garantie. Donc, je pense que le travail sans faire, éducation, sensibilisation, pour que nous soyons plus ouverts et que nous venions vers nous-mêmes, entreprises, institutions de microfinance, non coopératives, coopératives. On connaît les banques, il y a une division qui a un programme crédit, microcrédit, tout. Donc là, il y a un travail qui peut faire pour inviter eux, pour ne pas peur, venir vers l'institution. Merci. Merci, Madame Théodate.
pour précision ça au côté ainsi que monsieur René. Donc, n'a pas précision perspective BRH quand même avec monsieur Mondelis avant que nous fassions un panel là. Effectivement, rapidement, c'est une précision que je voulais porter pour question concernant BRH. Notre premier slide présentation, nous avons présenté l'écosystème. Si vous bien comprendre, BRH n'a aucun rapport direct avec aucun particulier. OK, pour bailler crédit, pour bailler quoi que ce soit dans la mission. Par contre, il est là pour mettre des règles de fonctionnement, pour l'encadrer, pour créer confiance, pour porter infrastructure pour institution qui a bien fonctionné, pour aider à desservir la clientèle. Comme BRH gagne la mission tout pour aider à orienter les crédits quelque part vers des secteurs productifs pour encourager la croissance. C'est dans ce sens que ça vient avec des programmes qui ciblent des secteurs à forte valeur ajoutée, mais ça s'est fait en collaboration avec les institutions financières. Si c'est pour programme ça, on va passer par une institution financière quand même, puisque nous n'avons pas droit au crédit. Mais nous pas finir la guerre toute bagaille net, toujours dans la même mission pour aider, pour encourager, dans l'aspect responsabilité sociale en tant qu'institution, il y a des petits projets qu'elle mettait pour capable booster les entrepreneurs, pour capable formaliser, apprendre où est ça, nous prenons ça dans booster PME, un projet qui pourra le présenter, comment nous procéder pour capable faire prendre expérience pour rentrer vraiment dans l'écosystème financement, pour capable plus devant bénéficier des programmes ça. Mais on pas capable venir avec un projet venir BRH parce que pas dans mission nous pas aider dans ce sens ça, mais n'a fait tout ça qui est possible pour le système n'a qu'à desservir. Les institutions de microfinance, madame Théodate s'est mentionnée, avant ils pas régulé, mais maintenant ils ont en bas régulation. Il y a des bagages qui ont été fait dans les temps, travailler avec eux, etc. Ils ont pris un pile risque. Donc soit les sont l'autre technologie de crédit utilisée eux-mêmes, qui fait que ils prennent risque ça pour être capable de servir les clients. Mais maintenant que vous venez réguler, vous allez commencer à prendre des dépôt. Parce que là, on prend l'argent, il faut remettre à tout moment. Donc, il y a des règles qui pourraient établir aussi pour nous qu'un système stable, puisque ça, c'est wall nous. Pour nous qu'un système stable, mettre infrastructure pour institution bien fonctionner pour rendre et façon à intervenir beaucoup plus efficiente. Pour bénéficier des programmes BRH, on est obligé de passer par une institution financière qui est capable d'analyser le projet. Et je pense que M. Andy tu parlé bien dans tout le système qui a fonctionné, tu as mentionné ça tout, bien capital risque. On prend un risque là avant, si je perds de l'argent, ça va dire rien. Mais on a tout bel projet gagné, pas rien que le projet a marché, puis c'est la première fois qu'on va faire business. Bon, moi-même, je peux parler de ça parce que tout le monde qui l'a presque prend la dernière autant de idées business, ou courir ou rentrer, ou un profit, ou un risque. 1 an, 2 ans après, tout l'argent est perdu. Donc là, on va prendre risque ça avant. OK? Merci. Merci, M. Mondelis, pour ces précisions. Donc, nous arrivons maintenant au terme de ce panel qui a été très fructueux en termes d'intervention et en termes de participation active aussi. Vos questions ont été et les échanges ont été très enrichissants. Donc, le programme va se poursuivre. Je vous invite à passer en pause et nous allons nous rejoindre pour la dernière étape qui consiste au lancement du projet Booster PME3. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.